Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Dans les titres de ce vendredi 13 mai, il y a un 500 humain qui s'est formé sur la place de la Comédie à la mi-journée, car cela fait 500 jours que nos deux confrères Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier sont retenus en otage en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. Libérez-les maintenant, c'était une fois de plus le message de cette journée. Il ne suffit pas de poser des panneaux solaires sur son toit, il faut les faire nettoyer régulièrement pour que leur rendement électrique reste optimal. Un bon filon pour les professionnels, parfois d'anciens installateurs qui assurent l'entretien des panneaux photovoltaïques. Rugby, handball et foot au programme ce week-end avec notamment les joueurs du MHSC qui se déplacent à Caen. Ils peuvent encore espérer une place européenne. Et puis pour parler handball, donc un invité sur ce plateau, Robert Moline, le président du Montpellier Handball. Bonsoir. Bonsoir. Nous évoquerons le choc du championnat MHB Chambéry à l'Arena samedi. Nous reviendrons aussi sur le décès de Branko Karabatic, le père de Lucas et Nicolas, une figure du club, ancien entraîneur des gardiens. Ces obsèques ont eu lieu cet après-midi à Castelnau-le-Lez. On vous retrouve, Robert Moline, à la fin de cette édition. Mais pour commencer ce journal, des nouvelles de Gabrielle Deloncle, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Elle était en garde à vue depuis hier matin dans les locaux du SRPJ de Montpellier dans le cadre d'une enquête sur une fraude supposée lors des dernières élections à la CCI. Gabrielle Deloncle a été déférée cet après-midi devant un juge d'instruction et pourrait être mise en examen dans la soirée. 200 personnes ont donc répondu vers 13h à l'appel lancé par le Club de la Presse de Montpellier et le comité de soutien à l'occasion des 500 jours de détention de nos deux confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier. Dans les discours, le président de la République a été directement visé. Justine Bellamani et Nouria Casacu-Berta étaient sur la Comédie en début d'après-midi. 500 jours pour représenter la longue absence des otages Hervé Guéquier, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs toujours retenus en Afghanistan. Aujourd'hui à 13h sur la place de la Comédie, plusieurs centaines de personnes enchaînées, bâillonnées, vêtues de noir étaient venues manifester leur soutien. Même les 3 grâces se sont couvertes d'un voile sombre. Monsieur le Président de la République, n'attendez pas le bon timing électoral pour mettre toutes les forces de l'État français dans la bataille. Stéphane et Hervé ne peuvent pas attendre. C'est leur vie qui est en jeu. Dans les discours des journalistes et des membres du comité de soutien, plusieurs appellent à une action du gouvernement. On dit qu'il faut changer de stratégie. Il faut que le gouvernement se tourne maintenant vers le Pakistan et leur demande de peser sur les talibans qui ont eux le sort de nos amis en détention. Depuis novembre dernier, plus aucun signe de vie. Impossible de savoir où ils sont. Sont-ils toujours ensemble? Sont-ils toujours en vie? Plusieurs manifestations ont eu lieu en France aujourd'hui avec un seul message, libérez-les. Voilà, et un peu plus tôt, vers midi, c'est le bus des amitiés judéo-musulmanes de France qui faisait étape sur la Comédie. 2 communautés qui se sont jointes d'ailleurs à la cérémonie des 500 jours de détention d'Hervé et Stéphane. Depuis 2005, le bus des amitiés judéo-musulmanes sillonne la France une fois par an pour aller à la rencontre du public, dialoguer et lutter contre les préjugés. Des rencontres qui vont durer 3 jours à Montpellier. On écoute le rabbin Michel Serfati au micro de Moad Eliakabi. Cette année, nous travaillons sur 3 jours. Aujourd'hui sur la place de la Comédie, cet après-midi dans une mosquée de la Paillade, puis demain avec le festival et dimanche toute la journée au quartier Saint-Martin avec nos amis musulmans de la mosquée de Saint-Martin, puis le marché, puis la représentation d'un film et le soir une présentation d'une pièce de théâtre jouée par des jeunes d'un lycée juif et musulman de Montpellier. Une nouvelle école d'ingénieurs à Montpellier, l'EPF, qui au début de son histoire, en 1925, était l'école polytechnique féminine. L'EPF est à présent mixte et elle formera des jeunes après le bac dans les domaines du génie industriel et des sciences de l'information. 5 ans de formation, dont 2 ans de classe préparatoire sont au programme. L'EPF devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2012 avec le soutien financier de la région. On écoute Jean-Michel Nicole, le directeur général de l'EPF, au micro de Pierre-Paul Castelli. Je crois que d'abord ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est l'attractivité. Alors au-delà des boîtes de nuit, au-delà des plages,
c'est surtout le dynamisme local, c'est surtout la richesse de la création d'entreprise, c'est aussi la force de la recherche et il faut reconnaître que pour l'EPF, l'enjeu de la recherche est absolument essentiel et que s'implanter sur ce territoire, c'était trouver des partenaires qui pouvaient aussi donner à l'EPF un avenir important dans ce domaine-là. Et puis c'est vrai que ce qu'on cherche également, c'est un peu plus d'attractivité, parce que la France est un peu coupée en deux aujourd'hui. Il y a le nord, il y a le sud. Le passage du nord au sud est relativement facile, du sud au nord est un peu plus compliqué. Et donc on a décidé d'aller vers le sud pour pouvoir justement être à proximité d'un certain nombre d'élèves qui souhaitent adhérer au projet EPF. Les panneaux solaires sont maintenant présents un peu partout, chez les particuliers ou sur les bâtiments publics. Alors faut-il nettoyer régulièrement les panneaux photovoltaïques pour qu'ils conservent leur rendement électrique? La réponse est oui. Mais comment ça marche? Nos deux spécialistes, Michael Briffaut et Moad Eliakabi, vous expliquent tout. Des panneaux solaires sales, c'est de l'électricité en moins. Au fil du temps, une pellicule de poussière vient stopper les rayons du soleil et engendre une perte d'énergie de 3 à 16% par an. Pour y remédier, seul le nettoyage fonctionne, mais il y a des précautions à prendre pour ne pas abîmer les cellules photovoltaïques. La pluie ne nettoie pas les panneaux car les panneaux, lorsqu'ils montent en température, cette pellicule de saleté va rester collée sur la surface du panneau solaire. C'est pour ça qu'il faut une intervention avec des brosses rotatives, avec une action mécanique en fait pour pouvoir enlever toutes les salissures qui a collé sur le verre. Avec le développement des énergies renouvelables, c'est un nouveau métier qui apparaît. Les équipes interviennent tout aussi bien sur le stade Yves du Manoir que chez les agriculteurs. Un nettoyage risqué confié à des professionnels habitués au travail en hauteur. C'est risqué pour les particuliers de monter déjà sur leur toit eux-mêmes et d'utiliser du matériel qui n'est pas adapté, des brosses qui ne sont pas adaptées pour ne pas faire des rayures en fait, sur le verre et pour eux-mêmes pour ne pas avoir de pas tomber du toit. Pour nettoyer les 1000 m² de toiture du gymnase, il faut une journée et 600 litres d'eau. Ce genre d'opération est l'occasion de faire une inspection complète des installations solaires. Les spécialistes du nettoyage ont aussi un œil assez avisé sur les défauts qui peuvent se former au fil des années, sur les panneaux, il peut y avoir des bris de verre, il peut y avoir des déchirures. Et du coup, ils nous font un retour très précis de ces événements et on peut faire agir sous garantie les constructeurs. Le gymnase génère 60 000 kWh par an, soit la consommation de 20 foyers. Et chaque année, en faisant son nettoyage de printemps, cette production devrait être préservée. La présentation officielle de l'affiche de la Feria de Béziers a eu lieu aujourd'hui et c'est Didier Nicolas, un artiste biterrois, qui la signe cette année. C'est donc le lauréat du concours de l'affiche qui avait été lancé. Je vous rappelle que cette Feria, je vous laisse découvrir d'ailleurs l'affiche et donc l'artiste. Je vous rappelle que cette Feria de Béziers aura lieu du 11 au 15 août. C'est une découverte surprenante et rare qui a été faite par les ouvriers du chantier d'un immeuble derrière la gare de Nîmes. Une pierre tombale vieille de 2000 ans a été dévoilée. Les inscriptions et les gravures de portraits d'une famille qui y figurent sont d'une qualité exceptionnelle. On écoute l'adjoint du conservateur du musée archéologique de Nîmes. Écoutez. C'est un élément funéraire qui pèse quasiment 1700 kg, c'est pas facilement transportable et donc avec l'autorisation du propriétaire qui était le promoteur, qui a bien voulu qu'on récupère cet élément dans les collections du musée archéologique, nous avons rentré rapidement cette pièce remarquable qui est donc une pierre, un cipe, un monument funéraire qui comprend 6 personnages au moins. On a les visages parfaitement conservés, sculptés, travaillés de cette même famille des Porcia à Nîmes. Le 7e personnage, certainement le chef de famille, était en partie hôte de ce monument, mais a disparu malheureusement. Malgré tout, on a des portraits d'une très grande qualité et des inscriptions qui nous permettent de voir qu'il y a là sa femme, des petits-fils, des petites-filles et des gendres. Donc on a une nouvelle famille, ce sont les nouveaux Nîmois qui arrivent de l'époque romaine. Elle rentrera dans les collections, elle sera présentée, nous l'espérons, dans le futur musée archéologique de Nîmes, le musée de la Romanité. Ce sera une belle pièce, c'est une belle pièce, c'est un beau monument spectaculaire qui a à la fois un intérêt scientifique mais un intérêt artistique également.
Voilà, et une idée de sortie maintenant à la Grande Motte. Le week-end sera consacré à la littérature. Dès demain, 200 écrivains sont attendus sur le quai d'honneur pour les pyramides du livre. Au programme des conférences et des tables rondes sur le livre et la littérature. L'événement est parrainé par Henri-Jean Servat, écrivain et régional, local même de l'étape. Mais les curieux seront-ils au rendez-vous à 2 semaines à peine de la Comédie du Livre de Montpellier? On écoute la réponse de l'adjointe à la culture de la Grande Motte, Elsa Chelaz. Je pense que nous avons un public sur la Grande Motte qui aime lire. Nous avons énormément de seniors, ils aiment lire. Nous avons 1000 enfants scolarisés qui aiment lire ou qui peuvent lire effectivement aussi, pour peu qu'on les intéresse à la lecture. Nous avons énormément de gens qui aiment la Grande Motte et qui viennent régulièrement. Ce sera une occasion supplémentaire de les faire venir, je pense, de les amener sur le quai en leur montrant ce que peut être notre ville, autre chose que du béton. Voilà, et le maire de la Grande Motte, Stéphane Rossignol, présentera à coup sûr son nouveau livre. Ça s'appelle Le devoir d'espérance, ces vérités qui dérangent. C'est aux éditions, les éditions de Paris, Max Chaleil. Voilà, le livre de Stéphane Rossignol, le maire de la Grande Motte. Sport avec le MHSC qui se déplace à Caen ce dimanche à 17h, 36e journée de Ligue 1. 2 grands retours, celui de Spaïch et Utaka sur le terrain. Mais le dernier match pour Estrada, pour le MHSC, les Montpelliérains peuvent encore espérer une place européenne, en tout cas mathématiquement. Mais une chose est sûre, il faut gagner absolument à Caen. Les enjeux du match, ils sont signés Romain Bassas et Joël Laharal. Exercice physique, jeu collectif, étirement, le MHSC surfe sur la confiance retrouvée face à Lorient et s'offre un entraînement sourire aux lèvres. La récente victoire à domicile enraye la série de défaites dont souffrait le club et redonne un espoir en une 6e place qualificative à l'Europa League. Le résultat de mercredi nous permet justement d'y croire. Je crois que cette victoire est venue au bon moment. Elle nous permet de se remettre dans la course si on fait un bon résultat ce week-end. Je crois qu'il faut être réaliste aussi. Dans les 10 premiers, c'est encore une super saison avec une finale de Coupe de la Ligue. Je crois qu'il faut qu'on reste les pieds sur terre aussi. Serein mais pas trop, car les équipes de bas de tableau réservent souvent des surprises. Caen étant à quelques places de la relégation, la rencontre promet d'être engagée. On ne fera pas de cadeau, parce que comme j'ai dit auparavant, on a vraiment envie de finir cette saison sans regret, et s'il y a un truc à accrocher, on essaiera de le faire. Pour ce match, le MHSC profitera de son staff au complet. Avec le retour de Spaïch, d'Utaka et l'arrivée de Kouata, défense et attaque seront renforcées, de quoi séréniser le collectif. Ils sont compétitifs, ils sont dans le groupe, et à partir du moment où ils sont dans le groupe, c'est qu'ils sont aptes à être au départ ou sur le terrain, tout simplement, en début de match. Un peu de chance est souhaitable car le MHSC n'a plus le droit à l'erreur et doit en plus compter sur la défaite des équipes de haut de tableau. Voilà, je vous rappelle qu'il y a aussi du rugby, quart de finale de top 14 pour le MHR qui va défier Castres. C'est ce samedi à 16h25 au stade donc Pierre-Antoine de Castres. Il faudra mettre toutes ses forces dans la bataille. Résumé complet, réaction sur place dans nos éditions de lundi et dans Sport Sud bien sûr à 18h30 présenté par Olivier Brachard. Robert Moline, vous aurez le temps de suivre les autres rencontres, les autres sports du week-end? Ben écoutez, ça va pas être facile. Le rugby, on joue pas tout à fait à la même heure, mais enfin, j'avoue qu'à l'heure où ils vont jouer, on aura d'autres préoccupations. Et on sera déjà à l'Arena. Déjà à l'Arena et en train de préparer notre match. On va parler de ce choc contre Chambéry, 18h15 à l'Arena, donc ce samedi. Mais d'abord une journée difficile pour tout le club. C'est une figure du handball montpelliérain, Branko Karabatic, qui a été enterré, le père de Nicolas et de Lucas, enterré cet après-midi à Castelnau-le-Lez. C'est tout un club, tout un sport qui est triste à Montpellier. Écoutez, c'est plus qu'une figure du handball montpelliérain, c'est une figure du handball tout court, parce qu'il ne faut pas oublier que Branko Karabatic a été un grand gardien de but, et il était à l'équipe de Yougoslavie pour les Jeux Olympiques de Moscou, donc c'était un grand sportif avant de devenir un grand éducateur. Mais ce qui caractérisait, malheureusement on parle au passé, Branko, c'était surtout ses qualités d'homme. C'était quelqu'un de remarquable sur le plan humain, quelqu'un de simple, qui était toujours à l'écoute, qui avait toujours des analyses pertinentes, qui était
un grand monsieur, tout simplement. Voilà, comme des gens comme on aimerait en rencontrer plus souvent. Et c'est vrai que il va laisser un grand vide dans le club et dans le handball parce que, je vous dis, c'était un personnage hors du commun et qui est reconnu comme tel. C'est pas par hasard qu'aujourd'hui, il y avait toutes les personnalités du handball français qui étaient là et que encore une fois, c'est un grand vide, un grand monsieur qui disparaît. Pour ses fils qu'il a formés, hein, pour Nicolas, pour Lucas, la fracture, le vide va être effectivement encore plus important. C'est un vide à double titre, hein, c'est leur père, mais aussi celui qui les a poussés vers le hand. Il faut savoir que c'est une famille très 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 unie. C'était impressionnant de les voir vivre tous les quatre, parce qu'ils vivaient vraiment de façon très très proche. Et que d'ailleurs, là aussi c'est pas un hasard. Si aujourd'hui il a deux fils exceptionnel tant sur le plan sportif que sur le plan humain, c'est qu'il y a eu l'éducation. L'éducation, bien sûr, il y a la maman, mais l'éducation de Branco, le père, qui était toujours là derrière, à leur inculquer les vraies valeurs de ce que doit être un homme. Et alors c'est vrai que bon, là, on est tous dans la peine aujourd'hui. On a vécu depuis déjà le début de la semaine. Bon, ça faisait longtemps puisqu'il y avait une longue maladie et qu'on s'attendait au pire. Mais en fait, cette semaine a été particulièrement difficile pour se terminer aujourd'hui avec les obsèques. Il y a un match quand même demain, malgré les circonstances, un match très important contre Chambéry. Si Montpellier l'emporte, le MHB sera champion. Comment ça va se passer demain? Comment la préparation a eu lieu? Est-ce que vous le sentez bien, ce match de demain à l'Arena? De toute façon, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Comment prévoir la réaction des joueurs dans ces circonstances? Comment prévoir la réaction de Nicolas et de Lucas? Parce qu'il faut quand même savoir, c'est que logiquement les obsèques auraient dû avoir lieu demain et qu'à la demande des enfants, donc de Nicolas et de Lucas, ils ont souhaité que les obsèques aient lieu aujourd'hui pour qu'ils puissent jouer demain. C'est sûr qu'à la présentation des équipes, quand on va faire la petite cérémonie en mémoire de Branco, il va y avoir beaucoup d'émotions dans l'aréna. Bon, maintenant je pense... Vous avez le souci de faire le maximum aussi pour la mémoire de... Alors, je pense aussi que Branco était apprécié de tout le monde, et en particulier des joueurs. Et je pense qu'en mémoire de Branco, demain, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, et que je ne suis pas trop inquiet. Alors je vous dis, il y a la dimension émotionnelle qu'on ne connaît pas, mais je ne suis pas trop inquiet, je ne suis même pas du tout inquiet sur le niveau d'implication dans ce match, quoi. Sportivement, comment ça va se passer? Il y a des retours importants, deux notamment. Oui, alors effectivement, il y a deux retours importants. C'est Vid Kadvidnik et Issam Tej. Donc Vid Kadvidnik est un joueur essentiel actuellement dans notre dispositif, puisqu'on est relativement, je dirais, faible du côté droit de l'équipe. On l'a vu en Ligue des Champions notamment. Voilà, et ça nous a coûté assez cher en Ligue des Champions. Donc, et d'ailleurs, je pense que si Vid Kadvidnik avait été là au match retour, peut-être que l'issue n'aurait pas été la même. Donc, il est blessé depuis. Là, il rentre demain, donc ça tombe bien. Puisque demain, donc effectivement, c'est un match très important. Puisque si nous avons la chance de gagner avec 4 buts d'écart, mathématiquement, nous serons champions de France. Donc, après, il y a tous les scénarios possibles. On peut faire tous les calculs. Mais enfin, donc, voilà. Donc, le but, c'est bien sûr, et l'objectif, c'est de gagner. Et si possible, avec 4 buts d'écart. Et ça serait un bel hommage à rendre à la mémoire de Branco. Sportivement, qu'est-ce qu'il a manqué, à part effectivement ces absences importantes, de joueurs importants, pour ce quart de finale de Ligue des Champions? Si vous voulez, quand on arrive à ce niveau-là de la compétition, nous pouvons être compétitifs si nous avons l'effectif à peu près complet. Là, nous avons trop de handicaps. J'ai parlé déjà du côté droit, où il y a Guerre Kadvidnik, parce qu'Ahmed est blessé. Après, il y a le petit Joly qui relève de blessure. Dipanda qui a du mal à se situer. Donc et puis, le problème, c'est qu'on avait quand même nos deux pivots titulaires blessés, Tej et David Jurisek. À ça, vous ajoutez Mam qui est un demi-joueur puisqu'il ne peut jouer qu'en défense. Bon, enfin, ça fait beaucoup. Donc, on s'est trouvé sur le match de retour de Ligue des Champions avec une équipe très diminuée,
avec peu de rotation. Donc on a tenu une mi-temps, mais après, bon, on ne peut pas jouer 60 minutes. Et le problème, c'est qu'on joue contre des équipes qui ont un banc beaucoup plus... C'est-à-dire que nous, si on n'a pas de blessés, ben, on peut être compétitif. Mais dès qu'on a des blessés, on manque de rotation et ça se paye sur le plan physique, ne serait-ce que ça. Voilà. Dernière question, Robert Moline. Le retour de Thierry au meilleur, ça se fera ou ça ne se fera pas? Écoutez, aujourd'hui, c'est effectivement, on en parle, mais il faut être pragmatique. Thierry a encore 2 ans de contrat à Kiel. Donc, je pense que, enfin, c'est ma position, je pense qu'il est bien trop tôt pour parler du retour de Thierry, dans la mesure où, à son âge, et encore 2 ans de contrat, je crois qu'il est temps de ne pas se précipiter. Je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui presse pour signer un contrat avec Thierry Omeyer, qui, encore une fois, a 2 ans de contrat avec Kiel. Il peut se passer encore beaucoup de choses en 2 ans. Absolument. On suivra en tout cas le choc demain, MHB Chambéry. Je rappelle, c'était à 18h15 à l'Arena. Merci Robert Moline d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de ce journal. Votre prochain rendez-vous avec l'info en direct, c'est le Flash, à lundi à 12h30. Très bon week-end à tous, estival, on l'espère. À bientôt.